data point of view very quickly. We actually don't, you know, and also in the spirit of like being a startup, you know, a scrappy startup, you have to come up with like creative ways to go around that. So what we do right now is we actually have our operations, for example, when they drive, we have a tool set that says, if there's something that they deem kind of very, very interesting or something anomalous, they'll just press a button and mark it, right? So it's just like, there's like some marker base that's kind of saved across time, right? We get back, as soon as the car is parked, it's plugged in, it just takes all this data, shoves it onto our servers, and these markers can then be sliced, right? And that way, then it's just, then at some point you just overwrite basically, right? And you kind of save them off because it's just like near impossible to store all that. I mean, I don't know of a way to store whatever, what is it, like 10, you know, 10 something gigs like a day, whatever it is, it's an astronomical number. It's just terabytes. It's just, there's no way around that. So you just have to, you have to be very quick as far as like, hey, if you want certain scenarios, then you go collect for those specifically, and then you go store them specifically. But as far as storing everything you see across every day, it's kind of mundane. It gets kind of, I don't think that, you know, at least I'm not aware of a tractable solution there. So, yeah, very expensive. Billy, you have to go. Okay, Billy has to go to his interview. Bye, Billy. Got a lot of advice. Yeah, advice. Yes. So, in order to model unusual cases, do you rely on simulation, on the sensors? Do you do that for the machine learning part, vision part? And if yes, what are you doing? I'm sorry, could you repeat the question? Sorry. I am. To model the unusual events, do you rely on simulations? And if so, can you describe a little bit about what you have been doing on this field? I see, yeah. Simulations versus real life, right? Yeah, so I mean, simulation is actually a huge part. We're actually partnering with some other startups in this space. So what you're kind of seeing right now in the autonomous vehicle space is all these sort of like startups popping up to solve specific problems, right? And one specific problem can be simulations of what a car might see, not at the perception level, not at the sensor level, but sort of like at the behavioral level, right? So if you can actually, I think something you can draw on here, like you have like a road network and you have like a simulation showing that, okay, a car is coming here, a car is coming there, right? So you can have this agency basically. So we partner with some startups right now who build a simulation engine for us. And if you have that, then you can go through the combinatorial sort of you know, craziness as far as different behavioral you know, scenarios and things like that, right? I myself, as far as like simulations for perception, I myself haven't actually you know, I mean, it's certainly possible to do that with like physics simulations and things like that. I actually don't see a huge value in that, to be honest with you. Only because it's just much easier to just go collect the data, right? Especially when you want to do something like simulate what your perceptual input might be, right? That's very different than the behavioral simulation. Behavioral simulations, I think, help a lot. Perceptual simulations, I think not so much, only because it's quite easy to go and collect the data that you might need. Like for example, right now, if you wanted to say, for example, perceptual data around some particularity, we just deploy the car there and say, okay, go collect data here, 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 under these scenarios, and then you're done, right? On the other hand, it's hard to orchestrate large, complicated behavioral scenarios, and so that's where a simulator might come in handy, if that makes sense. How do you do transparency? What do you mean? Like me as a user, I want to go in a car and I want to know what is happening. So you need to keep what's happening as simple as to explain it to me. And while it's getting complex every day, so what's your strategy to keep some transparency on what your cars are doing, and also on what how you are using the data? Because like in Europe, we have the GDPR that is coming next month, and you will see some issues, I guess. And so, did you plan those problems?
Yes, if I understand it correctly, I guess the question is kind of like how do you deal with what the customer might feel? Is that? Yeah, I think that's part of it. I think there is another part of it where essentially you guys are having a run. Somebody is in there. There is the experience of the person that is in the car, but there is also the experience of you guys getting order data and getting a sense in about 5 minutes as to how the whole thing went. Oh, okay. You trigger down into the little things and try to essentially figure out the big problems and the non-problems. Is that what you're saying? So he calls it essentially a transparency problem, but that's essentially part of the issue of you figuring out in some amount of time that should be short, how the system is actually behaving, has behaved, and so forth. Yep. And Yeah, so for sure. also to the customer as well. Right. Yeah, for sure. No, so I mean, that's actually a huge thing, right? I mean, to be able to know the internal state of the machine, right? To know that, for example, these different modules are operating nominally, right? And to kind of have these health checks across the system. That, to be honest, if I'm very honest with you, I think that actually is one of the things that holds maybe not the key to like autonomous driving, but it's a very important facet that honestly I think maybe is not that much talked about, right? You need to have a system that is able to kind of monitor itself at different levels, right? At the algorithmic level, at the system level, at the architectural level, right? The hardware, you know, and like any sign of trouble, then it will do something, maybe come to a safe stop or something like that, right? That's the first thing. So actually, a lot of work can and should towards making systems like that. So it's not just about the algorithms, right? The algorithms are kind of like these small atoms within this whole larger object. The challenge there is to make sure that the car is kind of aware of itself in a sense and it's able to disengage there. As far as your question about the customer, yeah, I mean, I remember when we first started fielding rides, what would happen is that people kind of get in and they go, wow, this is an autonomous car, great. And they kind of sit, and then we're taking them on their, on their route. And then they just start just looking on their phones, right? So this gets very boring, right? So I like to say the best autonomous ride is a boring one. because that means that, nothing crazy happened, which is good. So I think you can safely say that, we strive to make your autonomous journey as boring as possible. Because if that's the case, then I think we're doing a good job there. But you just essentially see it basically with customers. I mean, the novelty quickly kind of wears off in a sense. So that's what I can say. In addition to that, so we have screens showing like the customers in the back of the vehicle, like everything that's going on, right? And one interesting thing was we found that a soothing voice, right, that explains what's going on in the environment works pretty well. Yeah. We had one of our ops drivers. He drove around and he did this amazing like soothing voice, and it was like amazing to know. Oh, there's a person over there taking his garbage out, right? So that goes a long way, and that's definitely something to explore, right? Interacting with the riders in the car. Yeah, you almost kind of learn about this kind of want. I mean, even for us sitting in the car testing, when we're kind of doing that, we sometimes say to ourselves, hey, what's kind of going on there, right? So you have to kind of figure out a way to be able for the car to maybe communicate in a way that's not this fire hose of what it sees and explain it, right? Like, hey, I'm aware of this person there. I'm going to now go and pass them by. Oh, look, there's a car over there. I'm going to come to a stop. Okay, I'm at a stop. Oh, look, there's another thing. I think I'm just going to wait for them. All that I think goes a long way to soothe the passengers that you might have. I know certainly makes me feel more comfortable. Yeah, that's what I would say. It's not there yet, but that's something I think that's very valid. I mean, you learn a lot about how people want to experience the ride as well. I mean, probably a lot of you have like one crazy friend who drives you around, and you just get scared driving with them, right? Like so. And it would be great if they would just tell you, yeah, it's okay. I see that guy over there, but I'm still gonna cut him off, and then so.
we will try not to be like your friend. Essentially, we're trying to be like a nice friend of yours, as far as that goes. Yeah, or typical Parisian that drives around the Arc de Triomphe. Yeah, that's a lot of explaining to do. That's yeah, that's level 6, maybe, right? Yeah. That's a lot of explaining to do, right? Yep. Hi, my question is about the self-driving car industry and how you guys fit into there. So there's a lot of big names right now doing research and developing self-driving technologies. So how do you think you can find, a suitable market, or you're aiming for a niche? How can I don't know how many people you are, but you're somehow competing with big companies, have hundreds and thousands of engineers. How are you planning on? What's your edge? Yeah. I think so. This actually goes back to I think in almost any industry, you're always going to have the incumbents that are these big organizations with a lot of money, and then you're going to have your kind of your upstarts, right? I think the challenge right now for the industry is finding like horizontals. Horizontal is something saying that, hey, you know what, I can try to make money by solving a customer need, which is mobility, and a big source of that payment or the money comes from paying a human being, right? If you remove the human being from that equation, right, you have to kind of go towards autonomy, right? But of course, as we all know in this room, it's very hard, right? We still haven't solved AI or come close to that, right? We're nowhere close to solving that, just as far as I can tell. Hopefully it happens soon, but you can't place bets on that in a sense. So in lieu of that, what kind of service can you provide with the safely, right? With the techniques, the scientific techniques, the technological techniques in machine learning and otherwise, what can you bring to bear to solve some mobility problem today, autonomously, safely, right? That is the question. And that's a question that many organizations, big and small, are trying to answer. I think the belief here that we have here at Voyage is that we can kind of scope down the problem in some sense, reshape it across like different maybe locales and things like that. That we're not going to try to solve everything from day one. We're going to solve like some particular niches, geographic niches, let's say in this particular case, and then go off that. And from that, we're going to learn a lot, right? And we're going to test our assumptions. And then from there, you might start to layer on and try to expand. Similar to, for example, the analogy I like to use is similar to how cell phone companies started. One day, we didn't just wake up and then we had cell phones all over, right? I think in the 90s, whatever, you only had like a cell phone was this big, and it only worked like in some area, right? And then people put more base stations and then started working in some other areas. And even then the quality was kind of bad, right? So on and so forth. So I kind of project this gradual folding out of autonomy, as similar to how, for example, wireless communications got folded out first with pagers and then with cell phones, and then cell phones became computers that happened to have a phone on them, and so on and so forth. So I don't think we're going to wake up one day and just have like autonomous driving, unless one day we do wake up and you've sort of solved AI, then it's a different story. But if you place your bet on that not happening, then the question to ask yourself is, how can you solve customers' mobility problems today, and push the edge there? I think that's the question. Yeah. So just to add to that, so here at Voyage we work very closely with the customer, right? So we're actually literally giving daily active rides to communities, and as you saw, like San Jose and Florida, and these are people with real needs, right? These are people that you saw Beth, that was like she was blind from birth. Like, this is a person that really needs this ride, right? And so we work very closely with the customers, and we've deployed already to many of these communities, and this really gets this cycle going, this loop going, right? We develop, we engineer, we innovate, and then the customer gives us the feedback. We're working very closely. That's definitely one like advantage. I got a question before actually somebody asks you another one.
to a certain sense, you have access to gated communities, and that gives you a certain type of data of people that are essentially probably not moving as much, probably not a real time per se. Do you feel that somehow your databases are biased because of that? And does that essentially stop you from going outside eventually? What's your feeling about this? Yeah, of course. I mean, sure. If the data is coming from like these communities and we're only serving these communities, then let them be biased. I mean, that's okay in that sense, you know. I mean, but of course, it depends on how it's biased in a sense, right? Because like I said, the architecture is made so that you want to make sure that fundamentally you're invariant to the class of the object in a sense. Like if you talk about that level. So of course, you want to make sure that you're very safe in that sense, that you always see objects in the generic form and able to avoid them. But of course, if we just gather data around communities, it will of course be biased towards that. The flip side though is that if you're only kind of serving that, right, then it doesn't really matter that much, right? That you're kind of biased, I guess, because of the community. So we have to be careful about how the bias is manifesting itself, right? If I'm biased, for example, towards only perceiving objects in that community, that's bad, right? And we don't want that, and we don't do that, right? If on the other hand, though, that you might be, for example, doing some sort of predictions that are kind of, you know, you say biased towards that community, I think that's okay. Because that's something fair, because that's the only case we're trying to solve for. And I think it's actually sort of like a very good example of not trying to boil the ocean, right? You pick a problem and then just solve for that problem in a sense, and then you can kind of go from there. So one example is that we operate at a slow speed, right? So in these communities, it's not a highway. There's no highways with like very, very high speed limits. So in essence, our data is biased in the sense that it's all slow speed limits, but it works, right? We're targeting this confined environment or this geographical location and this need, right? This customer need, and that works, right? Yeah. I have a question concerning, I guess, safety, especially in light of what happened recently with Uber. I'm wondering, first of all, if you have insights into why that case might have happened, because it's to me, it seems like a very trivial case. So when crossing the street, constant speed, it should be trivial. And then outside of that, I'm curious how the perception has changed for you guys, because I assume people change the way they perceive autonomous vehicles now. I'm also curious what kind of processes you put in place to provide security, particularly because in the video you said you want to roll out quickly. You have investor pressures, you have all these pressures to roll out quickly, but you also have to balance safety. So what kind of structures do you have in place to provide that? Right, sure. Yeah, no, so I mean, first of all, of course, the Uber tragedy is, of course, needless to say, very tragic. And I mean, this is something that's like the absolute worst nightmare for anyone. I'm very sad about the victim number one. And this is something that I think is like unfortunately another data point, if you want, in this space. This is something very new that's being rolled out. So I think the number one aspect here, though, right, is that we have to be uncompromising on safety. You just cannot compromise on that, right? Right now, all our cars have safety drivers. We're very stringent as far as like how these safety drivers operate, right? There is, so eyes on the road at all time. You're using the human perception system there and everything. We have looked at the video. It's actually hard to diagnose what exactly happened because the whole stack is a chain, right? So if one of these chain links was broken, then the whole thing breaks, right? Especially if you don't have some sort of inbuilt redundancy, right? So this is I think going back to our earlier point in saying that like it's not so much the algorithms per se; those are important, of course, but it's about the system architecture.
right? You're supposed to make a very, very reliable system there. What I'd also say is that, of course, we work with urgency, but we're not rushed. And so we're never going to cut corners as far as safety goes. We have safety drivers today, and that's the case. I mean, yeah, the industry is moving at a quite rapid pace, but I think it behooves us to kind of step back and make sure that we're just uncompromising on safety in a sense. So, sorry, my answer is kind of very general, I guess, but this is why system architecture is very important. This is why it's important to make sure that you have a very, very redundant system. That's why it's important to be mature about your algorithms, right? For example, you hear about like those adversarial, cases where you can fool a DNN because it changed one pixel and you optimize against that. I mean, but if you're that sensitive, if your architecture is that sensitive to that, you're doing something wrong architecturally, right? And so you have to design around that in a sense. So this is one thing that we always kind of keep in mind. So I mean, it really comes down to redundancy on all different levels, right? From the software itself to the sensors, right? You have multiple sensors. You don't want just one sensor that could fail in certain circumstances. You want to fuse cameras, LiDARs, multiple LiDARs, right? Multiple cameras. Infrared cameras could be very useful to pick up like body heat and prevent or know that there's a living object or moving object there. Different algorithms, motion segmentation, stereo depth. A lot of these algorithms can kind of complement each other, right, and provide redundancy. So there's hardware, there's software, and there's algorithm redundancy, in addition to lower level like vehicle redundancy, right, braking systems, etc. And of course, the safety driver is there too. Yeah. Yeah, it's one thing to have the technology do something like aircraft, right? Flight was invented, early last century, and then it takes a while to develop a safe aircraft. And that there's a lot of you may know how to fly, but you may not know how to fly safely, right? So that's I think the challenge for the industry at large, I would say. I got another question. Are there any specific inclement weather that are essentially stopping you from running your cars? Sorry, can you say that again? Are there any specific inclement weather conditions that are stopping your cars from actually working? Oh, yeah, sure. Yeah, of course. I mean, to the spirit of making a very safe system, right? You don't try to again like boil the ocean in a sense, right? Yeah, weather dynamics are very complicated. They challenge even human beings. For us, it's very simple. If there's inclement weather, we just don't run. Simple as that. Just keep it. That includes the fog, for instance. Is the fog one of those inclement weather type of conditions? Fog, yeah. Yes. Fog, yeah. Heavy fog. Very heavy fog can definitely be something that would challenge not only the autonomous system but also human drivers in a sense. Right. Even rain, right? Very heavy rain and stuff, things like that. Yeah. Wet conditions or yeah. So so our kind of motivation is saying that, hey, look, just solve it for like nominal cases in the beginning, and then after that we can go to something that's more advanced. But again, in the spirit of safety, we tend to control all these conditions and then just make it work within that. So, yeah. Okay. Yeah. Could you describe the sensor fusion part, like before the whole classification processing? Like, what type of processing do you do? Do you take all the sensor information and feed into a neural network, or do you do some like symbolic, machine learning algorithms before that? Because you were talking about how having redundancy at that level is really important. So how do you deal with all the information you have? How do you extract what's most, what acquired data is the most relevant at a certain time point? Yeah, sure. Right. Yeah. No. So I mean, your kind of canned sensor fusion algorithms are
like a lot of them basically like Bayesian probabilistic filtering across time, right? You basically have your essentially sensor model, and then you get some sensor say measurements. You place them in some canonical space. You get some other sensor. You also pilot on there. It also has sensor model. It has covariance in different axes, you know, and things like that. And then that's how you kind of do your, say, probabilistic fusion, right, within a Bayesian framework. And I think that's kind of like one of the most basic frameworks that people might start out with, and it works quite well. There are all these details you have to take into account. For example, sensor time synchronicity, and you know, how to solve the data association problem as well, right? That can also be that's something else that people look at. You can get quite complicated. I mean, people, for example, from the military radar space talk a lot about like random finite sets and you know, how to solve data association with the tracking simultaneously and things like that, right? But you know, the fact is, you can actually go quite far away or far with something that's you know, quote unquote, like from a textbook in a sense, right? So that's sort of something to be used there, and something that, you know, will take you far. There are a lot of like bells and whistles you can of course add to make it better as such. But again, the you know, the important question is how are you architecting this in your overarching system, right? To make sure that you never hit an object. That I think is what it comes down to, right? And so yeah, that's what I would say. I think yeah, we're not you know, we're not sort of, you know, like religious about any one technique or another. You should just use whatever works, and you should also, I think, know that, you know also when not to use something, right? I think is another important point. I think people should work towards. So just to add on to that. So like as Taryn was saying, like the simple solutions get you pretty far. So sensor alignment, right? Calibration, spatially, temporally, right? You want all your sensors to be giving you the same information at the same time and spatially coherent. And then after that, you can feed all these observations into a Bayesian kind of tracker, right? That smooths over these observations, and yeah, that would get you pretty far. Get you quite far. Yeah. Okay. We've got one last question. Bueno, dernière question. Ravi? No. Hold on a second. We've got one last question, and then we're going to have to go. Okay. Yeah. So the question is very simple and kind of tough to solve. The question is about how do you handle cars that age, especially when you want to put in control into cars that age differentially, because different cars behave differently over time. How do you adapt your system? I mean, have you asked this question already, or do you have completely new cars and this is not a problem? I'm sorry, how do you handle cars that do what, sorry? That are getting old, aging in vehicles. Oh, okay. Yeah, not the customers, the cars. Right. So, I mean, yeah, so we don't use the cars for that long, right? Yeah. To see that effect We're go into place. Yeah, we're still a very young company, so I mean, we haven't seen that. I mean, I guess the answer would be similar to how for example, aircraft or airline industries deal with aging planes, right? Like they're probably spec'd out to do a certain amount of hours in the air, and then you may probably make your spec conservative, right? And then you kind of you know, take them out of service or something like that, I would imagine. But that's actually a very good question, because that's very safety critical. So I'm glad you asked that for sure. I think we're just kind of like a little bit too young at this point to maybe give you like a number on that. So yeah, ask us again in a couple of years maybe. Yeah. All right, great. Guys, it's been very nice for you guys to answer all our questions, and I'm pretty sure there are others eventually, but thank you again for making it to the Paris Machine Learning Meetup, even though you didn't just come to Paris, but
was very nice of you to actually take some time of your working time to talk to us. So Well, thank you again. That's about it. Thank you, Igor. Guys, it's really been great. Great questions all around. We'd definitely like to perhaps see you sometime in France, sometime in the future. Or in the US. Or the Come US. over. You guys are Yeah. welcome here in California, Silicon Valley. And yeah, it's definitely been a pleasure. I hope we're able to answer all your questions. I know maybe you couldn't answer some of them, but definitely stay tuned. And it was definitely a pleasure. Thank you very much. Thank you, and good luck. Thank you. All right. So, On enchaînait avec Rodolfo, ok. Donc Rodolfo de Zero AI. hey, Rodolfo, it's your show. Can you unmute your microphone? Yes, can you guys hear me? Great. So you're on, and I'm going to be showing your slide, or you want to share your slides with us on the screen? Well, it's one slide if you can put it on, but I'll start talking. Right. So just a few words about my background, right? I've been an entrepreneur for 23 years, and 2 months ago, I decided to become a venture capitalist. So I know nothing about venture capital, but I know a lot about how to build companies. And especially I've been working in AI for almost the past 10 years. So I just joined an accelerator. We're based in Hong Kong. I live in London, though. We do 20 investments a year, and we have 34 active companies at this time. We invest worldwide. And the reason why I'm talking to you is because we invest only in AI, right? We are exclusively focused on AI. And we do quite a wide range in a sense that we do applied AI, right? Where machine learning is just like a small component of a more complex product. We want to invest in tools, and we're not against investing like in pure R&D crazy stuff that nobody would touch, right? Hardware, software, robotics, stuff they haven't thought of, chipset, whatever, we'll do it, right? It's a small team. There are 3 partners and 3 other guys helping. So there's really not much bureaucracy. In terms of funding, we're identical to Y Combinator and Techstars, sort of the standard of $120,000 for about 11% of the company, right? And my job is then to help you raise more funding after the program. That's sort of we're all ex-Techstars guys, so sort of we're trying to figure out like Techstars only better. We invest in teams, single founders, professors with students, and professors can keep their day job, and we'll take the students. We really do invest in everyone. We love people that are not like me, like guys over 40, preferably. So like even younger people are more than welcome, or older guys as well. Like one company we invested in, like, I think everyone's over 50. And they were like mechanical engineers. They've been doing this for 20 years, and it's not a problem for us. But more importantly is what I'm looking for is people that want to build products, in the sense that in London and Paris, you have DeepMind, you have Fair, not Fail. And if you want to do basic research, those are or academia, if you want to do research, those are great places, right? But if you want to ship products, these are not the places, right? And so this is where we come in. And the other thing is, I think most of the VCs of Series A, Series B, they understand very well machine learning today. But if you go and you have different architecture or something else, like a planner, something that's really not very sexy, they don't understand it, right? And I want to fund, I believe that all the money is going to machine learning, but I think there are opportunities outside machine learning or in architectures that are not currently the accepted dogma, right? I respect the LeCun, but I think that solving everything with deep learning may work or may not, but if you prove that's not the case, there's a lot of money to be made, right? And so the last thing is I don't think so much is the tech, the problem part. There's a lot of technology out there already, right?
The question is which problem you're going to solve and to do what, right? And so even if I think you can build some great businesses using technologies already out there, right? Or data set that are already out there, and just simply trying to figure out at the same time there is some technology that even if you could solve it, you couldn't really build a business, right? Or maybe it's not the right timing. So the last thing I want to tell you is so if you're an entrepreneur or you're thinking about starting your company, please email me. Love to hear what you're doing. If you know about other teams, great. I would love, please refer them to me. We do 20 investments a year, but we want to do a lot more, and we want to scale dramatically in Europe, right? So this is, I would say, probably the easiest money that you can possibly find in AI. And I want to build this accelerator and become the first entity that you go to as an entrepreneur for funding, and know that we will fund you no matter how crazy, how insane, or how things that, so far in the future that probably if you're in the US, DARPA would fund it, right? But there is no DARPA in Europe, or certainly no DARPA that can fund you with a one-pager, right? So this is, the pitch is over. But if there's something that can help you guys with what you are doing, email me and contact me on Twitter or anything. Igor has all my contacts. Okay, thank you. All right. Well, thanks for the hope. Yeah, please. Are there any questions for Rodolfo? One or J'ai deux questions. On est un peu à la bourre. Okay, so at the release, those guys can, whoever who's interested can actually go through me or through Rodolfo's Twitter account and get in touch with him and get to talk to your project to him if you're interested. Okay, thank you again, Rodolfo, and let's go on with our program, the rest of our program. Sorry you couldn't make it in Paris, but next time. Next time be in person. I apologize. I was supposed to be there in person. Childcare. Yeah. Well, this is either. All right. Thank you again, Rodolfo. Let's talk later. Alors, on va avoir les gens de d'OTI qui viennent parler. Oui. Sylvain, allez. Voilà. Allez. Sylvain Zimmer de DotAI. Allez, vas-y, tu nous parles, Sylvain. Merci. Très rapidement, parce que j'ai envie de laisser la place au speaker. Donc, on organise DotAI. Qui est-ce qui connaît les d'autres conférences ici? Levez la main. Pas beaucoup. Et ben, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, DotAI, c'est une conférence qui a lieu le 31 mai où on va inviter 8 speakers internationaux à parler des AI appliquées. Notre idée, c'est de... vous connaissez un peu toutes les conférences bullshit qu'il y a sur les AI à Paris. Il y en a beaucoup, c'était pas d'en faire une de plus. C'est vraiment aucun nom. Alors, on ne balance pas. Mais là, le but, c'est de faire une conférence pour les développeurs, pas nécessairement pour les experts déjà en machine learning, mais pour vraiment les développeurs de tous les jours qui sont intéressés, qui ont déjà un peu joué avec des modèles, qui ont envie d'en savoir plus sur ce qui se fait de mieux en ce moment et comment l'appliquer surtout directement dans ce que vous faites. Du coup, voilà les speakers qu'on a déjà annoncés, il y en aura 3 de plus. Ça va parler de... Excuse-moi, tu me dis comment je change. Ouais, ça va parler de modèle serving, de réduction de dimensionnalité, de GPU, de choses un peu plus explainable AI et de reinforcement learning dans Minecraft. Donc ça va être assez fun, on a encore d'autres sujets qui arrivent. Si vous voulez vous aussi parler, next slide. Yes. Si vous voulez vous aussi parler, vous pouvez encore soumettre des live talks, donc de 4 minutes sur scène. Vous allez sur dotai.io/lt ou sur le site, il y a bien vers le call for paper qui ferme à la fin du mois. Donc si vous voulez faire 4 minutes sur scène en anglais, c'est l'occasion. Et pour vous, si tu reviens à la première slide, aujourd'hui, si vous êtes dans le meetup, comme vous devriez l'être aujourd'hui, vous pouvez utiliser le code ML Paris qui vous donne moins 1% sur les billets qui sont déjà pas très chers. De mémoire, c'est 79 €. Donc, c'est très abordable. On a une grande salle. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus de gens possible.
qui viennent se rencontrer et parler entre eux. Voilà. Ça se passe où en fait? Ça dure une journée, ça se passe à Aubervilliers, c'est le terminus de la 12, au dock de Paris, où il y avait le web avant. Et en fait, le lendemain de .ai, on fait .scale, que vous pouvez aussi regarder, qui est plus sur back-end, distributed systems, base de données, le cloud, etc. Voilà, donc un combo intéressant si vous voulez. Le promo code doit être valide sur les deux, je pense. Et profitez bien des pizzas après. Merci à tous. Merci encore de Donc après. Guillaume. Guillaume. You're next. Guillaume, Pierre et Luigi. Vas-y. Bonjour à tous. Je suis donc Guillaume Barin. Je travaille chez NVIDIA. Je m'occupe essentiellement des universités et des centres de recherche sur l'Europe, avec une petite équipe, heureusement. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de revenir sur les différentes annonces et les différents points qui ont été faits lors de notre conférence qui s'appelle GTC, la GPU Technology Conference, qui a eu lieu en Californie il y a 2 semaines à peu près. Et revenir sur les points importants. Donc, GTC, qu'est-ce que c'est? C'est pas une conférence scientifique en elle-même, c'est plutôt une conférence qui tourne évidemment autour du GPU et de plus en plus autour de l'intelligence artificielle, avec un focus sur comment les gens appliquent l'intelligence artificielle ou comment les gens utilisent les GPU d'une manière plus générale. Donc il y a des gens, c'est quand même très technique, mais donc c'est pas un marketing, en tout cas c'est le plus, mais c'est tourné appliqué plus que on va dire équation. Cette année, c'était quand même plus de 1000 personnes aux États-Unis. Il y a des sessions aussi de formation, et puis évidemment pas mal d'exhibitions. Et il y a des compétitions pour les startups avec des prix assez sympathiques. Il y a la même chose qui se passe en Europe, je reviendrai juste après. Grossièrement, ce qu'on a continué d'annoncer, on continue de voir et de vérifier, c'est que la puissance de calcul est de plus en plus nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, les CPU n'ont plus la croissance de performance, n'ont plus l'évolution de performance. Ouais, essaye de rester plutôt ouvert le slide. Non plus cette évolution de performance qui était annoncée comme la loi de Moore à une certaine époque. Et donc les GPU ont pris le relais d'une certaine manière et aujourd'hui ont permis, comme vous le savez, l'essor du deep learning notamment, et continuent d'offrir des perspectives assez réjouissantes en compagnie sans doute d'autres technologies qui prendront. Alors voilà les grandes annonces qui ont été faites. Je vais y revenir rapidement, puis je zoomerai sur deux, trois points. D'abord, quelques nouveaux produits, quelques nouvelles déclinaisons de produits, une nouvelle architecture. Donc, on est toujours sur l'architecture Volta qui est arrivée avec les Tensor Core. Les Tensor Core, ce sont ces corps légèrement spécialisés dans l'architecture GPU qui permettent de faire des multiplications de matrices qui se font fréquemment sur les algos de deep learning de manière excessivement rapide. Et donc, on a eu, par exemple, un gain d'à peu près de x3 par rapport aux architectures précédentes, et l'architecture Pascal. Donc là, on a annoncé juste une version dite carte graphique traditionnelle, donc Quadro, la Quadro GV100, qui a exactement les mêmes caractéristiques, un peu de choses près, que la Titan V, si vous voulez, ou que la Tesla V100, vous pouvez mettre dans les serveurs. L'avantage de la Quadro, c'est qu'elle se met dans des workstations. Autre légère modification, mais intéressante quand même, c'est qu'on a doublé la quantité de mémoire, donc on est maintenant sur 32 Go de mémoire sur les cartes graphiques. On va voir que ça peut avoir un impact assez sympathique. Donc toutes les cartes Volta professionnelles, donc hors GeForce et Tesla, GeForce et Titan, pardon, sont passées en 32 gigabits. On a annoncé également une nouvelle plateforme supercomputer qui s'appelle le DGX, qui a doublé sa quantité de GPU, je vais y revenir juste après. Et on a annoncé donc quelques petites choses assez intéressantes. Je vais les mentionner. Si vous avez des questions, je serais ravi d'en dire un petit peu plus. Déjà, on a annoncé une nouvelle version de Tensor RT, qui est un petit outil, un outil qui va vous permettre d'optimiser votre réseau de neurones une fois qu'il est entraîné pour le déployer. Pour le déployer dans l'embarqué
métiers ou dans différentes machines. Et non seulement il va être optimisé, mais il va être réduit. Il va vous permettre de gérer la précision avec laquelle vous voulez travailler, donc jusqu'à l'entier. Il va vous permettre donc, désormais d'utiliser correctement les tensors. Donc de démultiplier la performance. Les performances grâce à TensorRT sur GPU sont avec une amplitude par rapport au CPU ou par rapport aux différentes plateformes qui existent sans précédent. On est des fois 100 ou des fois. Enfin, on est vraiment excessivement rapide. Après, tout dépend de la petitesse de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, les plateformes GPU, les plateformes qui acceptent le CUDA sont plutôt de la taille d'une carte de crédit. Donc, vous n'allez pas être dans un téléphone, mais vous allez être sur des petits robots, par exemple, mobiles ou des smart caméras. Donc, TensorRT 4, qui est maintenant totalement inclus dans TensorFlow. Voilà. Donc, une petite nouveauté de ce côté-là. Côté déploiement, on voit de plus en plus l'intérêt d'avoir des conteneurs logiciels, donc type Docker, pour les différents environnements, différents frameworks dont vous avez besoin. On a annoncé la disponibilité prochaine de Kubernetes qui va vous permettre de passer, par exemple, de votre serveur unique à un ensemble de serveurs au cloud de manière totalement instantanée. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui cherchent à déployer des algorithmes en production. Si vous avez un pic de charge utilisateur, vous pouvez vous appuyer sur un outil comme Kubernetes pour gérer ce type de pic de charge. Côté automotive, on a annoncé différentes choses. On a démontré un petit peu la roadmap hardware vers laquelle on va, qui est finalement beaucoup plus de puissance encore à venir. Je ne veux pas m'attarder dessus. Je veux dire un mot par contre sur la partie simulation qui est assez intéressante. Si on fait le lien avec ce qu'ont dit les intervenants du début de session, certaines conditions, que ce soit des conditions météorologiques ou que ce soit des conditions dangereuses ou compliquées à mettre en place, vont très bien se prêter à la simulation. Plutôt, la simulation va vraiment apporter une aide forte pour pouvoir comprendre ce que votre système va faire dans telle ou telle situation. Donc là, ce qui a été montré, c'est quelque chose un peu différent, mais qui va dans cette optique-là aussi, c'est que l'on peut conduire dans un environnement totalement virtuel une machine. Et donc là, on a par exemple montré quelqu'un qui pilotait à distance, donc il était sur la scène, il pilotait à distance une voiture qui était totalement automatisée. Donc c'est assez amusant. Mais donc, ce drive sim, par exemple, va vous permettre de générer l'ensemble des conditions météo, de générer l'ensemble des saisons, par exemple. Donc, il y a des outils GAN qui vont permettre de générer les différentes saisons avec une seule base de données établie, donc c'est assez amusant et intéressant, évidemment. Et puis, voilà, pour faire de plus en plus de simulation avant de changer votre algorithme et de le mettre en production. La même chose se développe sur la partie embarquée, c'est la plateforme ISA qui est disponible à tout le monde aujourd'hui. C'est un SDK qui va vous permettre également d'être dans un environnement virtualisé pour tester votre intelligence sur des robots. Donc, vous mettez votre robot dans un environnement virtuel et vous voyez comment il va se déplacer, interagir avec les gens avant de le mettre en production pour éviter des dégâts. La dernière plateforme qu'on a annoncée, qui est en milieu médical, s'appelle Clara. L'idée de Clara, c'est d'apporter de l'intelligence aux instruments médicaux existants, non intelligents, avant d'attendre le renouvellement. Et donc, l'idée, c'est de se mettre au milieu du workflow, d'attraper l'ensemble des data qui sortent de ces instruments et d'apporter de l'intelligence pour faire de la prédiction, de réponse de traitement ou de l'aide au diagnostic, etc. Clara a été annoncée, mais elle sera plutôt en construction aujourd'hui. Il y a différentes choses qui tournent dessus. Par contre, si vous-même vous êtes intéressé par le sujet et avez de l'expertise et des composants qui pourraient s'ajouter à cette plateforme-là, n'hésitez pas à me contacter. Tu peux donner un exemple? Aujourd'hui, ce qui a été montré, c'est qu'on prend les inputs comme IRM et puis on fait la segmentation 3D, par exemple, et on va pouvoir permettre à partir de ça d'augmenter les différentes informations pour les auteurs. D'autres choses qui ont été faites,
c'est de collecter l'ensemble des données de différents patients pour voir comment ils ont réagi à un traitement contre le cancer par exemple, et d'être capable de dire ce patient-là ne réagira mal au traitement et donc ça sert à rien de lui donner ce traitement. Mais ça va être assez vaste, donc nous avons ces différentes petites briques et on est ouvert en toute la discussion pour élargir le nombre de collaborateurs. Tu peux changer. Donc rapidement, on a parlé de 32 Go. 32 Go, ça permet de faire quoi? Ça permet évidemment d'aller plus vite pour certaines plateformes. Tout ce qui est évidemment memory limitée, memory bandwidth dépendant, va tirer parti de cet ajout de mémoire. On peut, dans certains cas, aller plus vite, dans certains cas, augmenter l'accuracy, la fiabilité, la précision, ou augmenter la résolution des images qu'on génère. Ça, c'est sur un GPU qui peut passer. Ce qu'on a annoncé également, c'est la possibilité et la nécessité pour certaines personnes d'aller bien au-delà de 32 Go et donc d'élargir cette mémoire disponible. Et donc, pour ça, NVIDIA a développé un switch. Et ce switch va permettre d'avoir 300 GB par seconde entre chaque GPU. Donc, tous les GPU peuvent communiquer ensemble à plus de 300 GB par seconde, ce qui permet d'avoir, sur cette plateforme-là, 500 GB de mémoire. Donc de dernière génération en plus, vraiment de manière très fortement imbriquée les unes aux autres. Donc ça permet vraiment de s'affranchir des barrières qu'on a aujourd'hui pour aller encore au-delà. Donc tu peux passer. Donc la machine qui a ce switch-là s'appelle le DGX2. C'est une machine qui sera en production, enfin qui sera livrable après l'été, on va dire, et qui peut passer et qui, comme le dit notre CEO, va vous permettre, non, je l'avais oublié, évidemment gagner en performance. Alors, il est quand même intéressant de voir, effectivement, là, petit aparté sur la performance, il est très intéressant de voir que ce gain de mémoire, cette agglomération de mémoire totale, permet vraiment d'avoir un gain de performance. Là, on parle de plus de x2 par rapport au même nombre de GPU, mais sur deux serveurs différents. Donc en gris, vous avez deux DGX1 qui sont 8 GPU très fortement interconnectés. Et là, le fait juste de passer à 16 GPU extrêmement interconnectés, on a un gain de x2, x2. C'est bien d'avoir une mémoire la mémoire unifiée et très rapide. C'est même fait des bons choix aussi. Ouais. Et donc, ce qu'on voudrait faire autrement, c'est que plus vous achetez des GPU, plus vous faites des économies. Donc, génial. Comment est-ce qu'il dit? The more you buy, the more you save. The more you buy, the more you save. Je me rappelle ça. C'est encore mieux en anglais. Enfin, de manière plus réaliste, effectivement, ça permet de réduire effectivement la quantité de serveurs nécessaires pour faire vos traitements, que ce soit pour la partie training, mais aussi pour la partie inférence. Je ne vais pas rentrer dedans, mais sur la partie inférence, c'est vraiment ce type d'échelle que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est le message qu'on pousse auprès de nos partenaires cloud. Tu peux changer de slide. Et donc, effectivement, pour pouvoir changer d'environnement un petit peu comme ça, vous savez que maintenant, vous avez des GPU un peu partout aussi, que ce soit sur Amazon, sur Google, sur Microsoft. Bénéficier d'un environnement container type Docker, c'est très intéressant. Et donc, disponible gratuitement, vous avez ce conteneur qui s'appelle NVIDIA GPU Cloud. Ce n'est pas une offre cloud, ce sont juste des conteneurs. Vous pouvez faire tourner ou sur votre desktop avec votre Titan ou votre Quadro ou différentes cartes, mais que vous allez aussi pouvoir déployer sur DGX ou déployer sur Amazon, notamment qui est disponible, d'autres sont disponibles. Mais vous allez pouvoir conserver cet environnement qui dispose de l'ensemble des frameworks, TensorFlow, PyTorch et compagnie. Ces environnements-là sont certifiés, validés pour ou un GPU, ou un DGX, ou les configurations Amazon. Donc ça vous permet aussi de vous assurer que TensorFlow marche avec les dernières versions, les dernières librairies. Ces conteneurs sont tout optimisés. Next.
Donc ces conteneurs, en fait, cet environnement d'optimisation, vous les avez sur la machine DGX, on appelle DGX2, mais il existe des plus petits systèmes. La station est très intéressante pour démarrer ces 4 GPU en très fortement interconnectés. Et tous les anciens systèmes, donc DGX Station, DGX1, maintenant sont passés en 32 Go par carte, et le prix n'a pas changé. C'est un petit rappel des plateformes DGX. La plateforme DGX, c'est tout simplement le meilleur hardware qui soit, jusqu'à présent. Et ensuite, des couches logicielles qui vont permettre de conserver un ensemble vraiment pérenne, stable et fiable, avec des mises à jour mensuelles de l'ensemble des frameworks. Donc les TensorFlow, les PyTorch, comme ça, vous les avez chaque mois réalisés, optimisés, et sur un même hardware, on a des gains de, on va dire, 3% par mois. Donc vous avez un bonus de 3% par mois, à peu près. J'ai parlé de GTC, c'était la revue de GTC. C'est on a un slide quand même très bien. Il y aura un GTC en Europe, à Munich, du 9 au 11 octobre. Donc je vous invite vraiment à venir. À Munich, c'est évidemment un petit peu plus petit, c'est comme 3000 personnes à peu près. C'est très orienté AI, c'est très orienté machine autonomous driving et healthcare. Ce sont les deux grosses tracks qui seront présentes, avec évidemment tous les grands du milieu automobile qui seront là, puisque on ne fait pas Munich pour rien. Et donc, juste une seconde, la partie, vous pouvez prétendre faire des talks, c'est ouvert jusqu'au 7 mai, je crois, donc n'hésitez pas à vous enregistrer pour faire des talks. Et dernier point, juste aussi, toujours dans la même optique, qui pourrait être des gens qui pourraient faire des sessions ici, mais qui malheureusement ne sont pas français. On a également des webinaires qui se déroulent, donc vous avez le lien qui est un peu compliqué. Si vous faites NVIDIA webinaire, vous le trouverez. Il y a une session qui est demain à 11h sur comment manipuler les images satellites, par exemple, et tout ce qu'on peut faire avec ça, donc tout ce qui est Smart City, on va dire, fait par, on va dire, l'INRIA allemand, donc le DFKI, qui est le German AI Research Center, qui font des choses assez intéressantes. Je crois que c'est ma dernière série. Les coordonnées à la fin. Non. Ah, ouais, non, si. Après, je suis d'accord. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact avec NVIDIA, n'hésitez pas. Je transmettrai au bon conseil si besoin. Merci. Au revoir. Question pour Guillaume. Alors, c'est définitivement un talk qui est un peu plus, qui est un peu moins technique que d'habitude et un peu plus commercial. Mais il y a une bonne raison. NVIDIA est la seule entité qui fait ce genre de choses et qui est un peu le début et la fin de calculs extrêmement compliqués qu'on fait en deep learning, en machine learning. Donc, on trouvait que c'était pas évident de les éviter dans un talk commercial. Par contre, Guillaume a beaucoup essayé de travailler aussi avec la communauté de chercheurs ici en France, quitte à faire des choses un peu ensemble, aider un peu à mettre des MOOC ensemble ou faire en sorte que plus de gens aient accès à certains des MOOC qui sont faits en production avec NVIDIA. Mais d'une certaine manière, il fallait en fait avoir cette présentation ici parce que je pense qu'à la fin, on devrait avoir un GCC ici à Paris plutôt qu'à Munich. Enfin, mais ça, c'est ma vue des choses. Guillaume, est-ce qu'il y a des questions pour Guillaume? En fait, on a de plus en plus d'acteurs de l'IA en fait, pour lesquels on voit qu'ils leur envie de développer des chips en fait, pour le traitement du DL, MLDL. Par exemple, Google avec son TPU, etc. Et du coup, je voulais savoir en fait comment NVIDIA voyait l'arrivée de ces nouveaux acteurs dans la ZIP, en fait, enfin, dans le hard. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, la vision de NVIDIA, c'est de considérer aujourd'hui que le marché IA n'est pas encore mature et qu'il y a une explosion du nombre d'algorithmes, de nouveaux algorithmes. On est passé de 1 ou 2 algorithmes il y a 3 ans, maintenant une vingtaine, trentaine, centaine de différents algorithmes. Donc, la vision de NVIDIA, c'est plutôt d'être à large spectre, tout en optimisant au maximum pour
les algorithmes les plus communs, on va dire les plus utilisés, mais on reste quand même large spectre. La vision du TPU, c'est d'être TensorFlow, c'est d'être essentiellement orienté vers ce que fait Google. Et donc, c'est beaucoup moins large spectre par exemple. Donc, nous, aujourd'hui, en tout cas, la stratégie, c'est d'être, on va dire, CUDA Everywhere. Donc, c'est une même plateforme qui est capable de faire, certes, du deep learning, mais qui est aussi capable de faire des méthodes traditionnelles. Les personnes qui voyagent, voyage, on également dit deep learning, c'est pas tout. Et on a beaucoup de clients qui pensent aussi ça. Et le GPU est une plateforme, certes, très très efficace pour le deep learning, mais aussi pour des méthodes de computer vision traditionnelles ou de la simulation plus traditionnelle. Donc ça, c'est la vision de l'unité, effectivement. Et Google reste un de nos plus gros clients, et ils continuent d'utiliser des GPU pour leur recherche. Bon, pour l'instant, une petite question toute simple. Quelle est la première carte GPU qui sort de NVIDIA qui n'a pas de sortie vidéo? C'est une carte Tesla. Hein? Une carte Tesla. D'accord, qui est sortie quand en fait? Ça fait longtemps. Aucune carte Tesla n'a de sortie vidéo. D'accord, ok. Donc, ce sont des cartes qui sont faites pour faire du calcul. Et donc, ça doit remonter à la Tesla S24. S quelque chose comme ça. Comment? S quelque chose. D'accord. Je ne me rappelle pas. Pourquoi? Non, j'étais pas là encore. Une date. À une date, ça fait à peu près 8 ans, je pense. 8 ans? Je suis pas sûr. D'accord. À peu près 8 ans. Ok, super. Bonsoir. On parle souvent de performance et de mémoire. On parle souvent de performance et de mémoire sur les GPU. Il y a un truc dont on ne parle pas souvent, c'est la durée de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment dans le cas typiquement des systèmes embarqués? Si on va mettre un GPU dans un petit système, comment ça marche en durée de vie? Alors, moi, je ne suis pas un expert de la partie embarquée. On a des systèmes pour l'embarquer. La partie Jetson, dans les minutes de connaître. Je ne connais pas leur lifetime, très honnêtement. Mais je pourrais renseigner. Je vais m'envoyer un email, je peux renseigner. Une autre question? Je vais rebondir sur cette question. En fait, on a vu qu'il y avait une sorte de segmentation des cartes graphiques, professionnelles et puis pas professionnelles. Est-ce qu'à la fin, vous allez aussi arriver dans des autres spécifications, genre en Amérique, tu as les mill standards, donc tout ce qui est des trucs où tu as des températures beaucoup plus grandes, tu es supposé justement avoir ces durées de vie un peu plus longues dans des environnements un peu plus bizarres, parce que en fait, embarquer, ça demande en fait d'être dans des environnements bizarres. Est-ce que tu as une vue là-dessus ou... Donc aujourd'hui, effectivement, il y a différentes déclinaisons. Comme tu l'as dit, il y a ce qui se met dans le desktop, ce qui se met dans le serveur. Donc, dans le desktop, c'est Quadro dans le monde professionnel, c'est GeForce ou Titan dans le monde gaming. Il y a les Tesla pour la partie data center serveur. Il y a les composants pour l'automobile, donc GraalPX, une compagnie qui vend dans la voiture. Il y a Jetson qui va dans la partie robotique, assez grosse robotique. Pour le tout petit robotique, on a fait un design qui s'appelle NVDLA, qui a été repris par ARM récemment et qui va l'intégrer dans un de ses prochains projets pour faire des tout petits composants pour l'IoT supportant CUDA. Mais ça ne sera pas manufacturé par NVIDIA. Donc oui, on design un petit peu des choses un petit peu plus spécifiques. On a des cartes, souvent on spécialise des cartes existantes pour un secteur, par exemple le milieu du médical a des durées de vie de 10-20 ans sur ces instruments. On est aussi dans le milieu de la défense évidemment, où on a des cartes qui durent, dont la durée de vie est allongée exprès pour ce type de personnes. Dans l'embarqué, j'imagine qu'on a la même chose, je suis juste moins familier avec le sujet, mais je vais m'en renseigner. D'accord, ok. Une autre question pour Guillaume? Apparemment non. Si, vas-y. Kubernetes, ça marche sur les data centers publics et privés. Vas-y. Le Kubernetes, il marche sur un data center public et privé, et on peut partir d'un data center et étendre dans le cloud public ou dans le cloud privé à son choix. Ou, C'est l'idée, c'est pas encore réalisé, mais c'est l'idée. C'est en bêta pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui existe sans les GPU, on est juste en train d'ajouter la couche GPU en ce moment.
Effectivement, ça permet de basculer ta charge de quelque chose de privé à un cloud public. Ok. On remercie Guillaume. Merci beaucoup. Donc, le prochain speaker, c'est Pierre de Scortex.io. Donc, il va nous parler de machine learning pour l'industrie. J'ai oublié mon. Ah oui, l'annonce, ouais, c'est important. Vas-y. Excuse-moi. Sur la partie GPC Europe, j'ai envoyé un code de promo pour tous les participants du CMH. Du Meetup, Paris Machine Learning uniquement. Ok. Ouais, bonsoir. Vas-y. Donc je m'appelle Pierre, je vais vous parler de ce qu'on fait chez Scortex. Alors Scortex, on utilise du deep learning, mais dans l'industrie. Donc si tu peux passer la slide. Donc voilà, nous, grossièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à détecter les défauts sur les chaînes de production. Donc vous imaginez une pièce comme cette poignée de porte, puis on va chercher à détecter si elle peut être vendue au client ou s'il faut la jeter ou la retravailler. Typiquement ici, on a des petites rainures que l'on a fait nous-mêmes avec un cutter. Alors, pendant toute la présentation, je vais vous montrer des images qui sont des images d'une démo qu'on a fait. Pour la bonne raison, dans l'industrie, il y a des contraintes de confidentialité. Je ne peux pas vous montrer aucun des pièces sur lesquelles on travaille. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus précisément chez Scortex? Il y a 3 blocs. Il y a la première partie dont je viens de parler, qui est vraiment de détecter les défauts sur la chaîne de production. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on peut s'intéresser aux métadatas qui sont générés. Donc, typiquement, on peut faire des rapports à l'industriel sur son taux de déchets, quels sont les défauts qui apparaissent le plus souvent sur la chaîne. Et puis après, on peut imaginer les choses un peu plus loin, comme je peux faire une heatmap de la pièce, repositionner tous les défauts dessus, voir où arrivent généralement les défauts sur cette pièce. Et puis je peux le faire en real time. Donc je peux dire, si sur les 10 dernières pièces, j'ai 50% de défauts qui sont localisés au même endroit, c'est probablement que j'ai une machine qui est mal paramétrée. Et donc j'ai tout intérêt à stopper toute la chaîne de production avant d'avoir des centaines, voire des milliers de pièces qui vont partir au rebut. Je ne vais pas détailler ça, mais pour vous donner une idée du marché, on estime que le coût de la qualité pour l'industriel, ça va jusqu'à 15 à 20% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est des montants qui sont très très importants. Next. Donc, alors, comment ça se passe chez Scortex? Ce qu'on fait, c'est qu'on va se brancher directement sur la ligne de production. On essaie de ne pas interférer du tout avec celle-ci pour pouvoir faire des POC sans problème pour le client. On va filmer tout ça avec des caméras industrielles qui vont monter des images de grande résolution, typiquement 2500, 2048. On va processer tout ça chez le client. Tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'une coupure d'Internet mette la prod à mal. Par contre, on va tout remonter dans le cloud, les images d'intérêt. Pourquoi? Pour pouvoir peaufiner nos modèles à la maison, sans problème. Slide. Et bon, aujourd'hui, on travaille principalement avec l'automobile. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ont des critères qualité qui sont très importants. Et donc, ça veut dire qu'on va travailler avec des matériaux spécifiques, typiquement le plastique. Plastique, ça peut être des petits défauts, des petits défauts qui seraient des boules dont le rayon serait l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ça peut être des choses qui sont très petits, 0,1 mm. Et le truc qui est très important, c'est qu'il faut tenir la cadence. Donc, c'est typiquement une pièce toutes les 2 secondes, ce genre de choses. C'est pour ça que ce qu'on fait en deep learning, ça nous permet de tenir des cadences qui sont très fortes par rapport aux acteurs qui existent aujourd'hui en computer vision traditionnel. Next. Alors, qu'est-ce qu'on fait en deep learning chez Scortex du coup? Les problèmes classiques, classification donc, de la pièce, de la référence, la localisation du défaut, détection, et de temps en temps, segmentation aussi de la pièce. Pourquoi? Parce que un défaut, il peut être important s'il est localisé à un certain endroit de la pièce, sinon il n'est pas forcément d'intérêt. Donc typiquement, pour prendre l'exemple ici, si le défaut il est dans la partie bleue, en fait on s'en fiche parce que c'est pas en contact avec quoi que ce soit. Donc on peut laisser passer la pièce, on n'a pas besoin de l'acheter à la poubelle. Du coup, comment est-ce que ça se passe en pratique? Donc là, c'est notre démo, on a un boîtier avec les caméras à l'intérieur, on a des pièces qui passent sur le convoyeur qui verne, puis on va avoir un reporter qui va nous dire si la pièce était bonne ou pas bonne.
Et puis là, pour la démo, typiquement, c'est le genre de pièces qu'on a modifiées nous-mêmes à la main. On les a brûlées, on les a placées. Donc, l'avantage de ce système, c'est que c'est super, c'est nous qui fournissons les données, donc on filme et puis on a plein de données. Alors, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que comme c'est nous qui filmons, c'est nous qui annotons aussi. Donc, ça a un coût assez important, notamment en temps. J'ai passé 1 heure aujourd'hui à en faire, je peux vous assurer que c'est pas très agréable. Donc, du coup, on a ce problème d'annotation. Et donc, une des solutions par rapport à ça, c'est de faire du non supervisé, ce que je vais vous présenter. On passe pas mal de temps aujourd'hui en recherche sur le non supervisé. Alors, je tiens à préciser quand même que chez nos clients, aujourd'hui, ce qui tourne en prod, c'est surtout du supervisé, et que ça marche très bien. Le souci qu'on a avec ça, c'est il faut labeller beaucoup, et puis le jour où on a un nouveau client, il va falloir relabeller, etc. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que si on a des défauts qui sont extrêmement rares, on ne va pas forcément les capturer avec du supervisé, parce que le client il peut diriger ce type de défaut-là, il a peut-être une photo d'une vieille pièce, mais il n'est pas forcément capable de la repasser sur le convoyeur. Okay, next. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce que je vais vous présenter, c'est pour un cas, pas de la détection de défauts, mais ce qu'on fait pour faire classification et détection aujourd'hui en non supervisé. Alors on part du concept d'auto-encodeur. Donc le concept est simple, on essaie de condenser l'information avec un bottleneck, puis on reprédit l'entrée en sortie, puis on entraîne ce machin-là. Et ce qu'on peut faire, nous, c'est apprendre ce que c'est que du tapis, ou ce que c'est que quand il n'y a pas de pièce. Donc il suffit de filmer et de rien mettre. Donc ça, c'est gratuit, entre guillemets. Donc j'apprends un auto-encodeur là-dessus, puis j'espère que quand il y a quelque chose qui passe, ça m'a reconstruit. Donc du coup, si je compare à l'image de cette construction, ça va péter. Next. Donc voilà, là c'est l'exemple sur des pièces de Lego et sur la porte. En fait, on voit que la reconstruction, c'est que du tapis. Et donc en fait, si on fait la différence, on va savoir qu'on a une pièce. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, par construction, si moi je dis je fais passer que cette pièce en Lego là, sur mon tapis, et je stoppe, et je vais pouvoir dire toutes les images où je détecte quelque chose, c'est cette pièce, donc j'ai un label de classification gratuit. Donc ça, c'est très pratique. Next. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche assez bien. Donc là, typiquement, c'est mon distribution de training error en orange. Et puis quand j'applique ça sur des données tests, j'ai la distribution en bleu. On voit 2 modes. Un mode qui correspond à rien, puis un mode qui correspond à chez des pièces. Alors évidemment, selon les pièces, les modes sont plus ou moins séparés. Pourquoi? Parce que plus la pièce est grosse, plus l'erreur moyenne va être grosse, donc ça c'est évident. Puis elles ont toutes un bout vers la gauche parce que la pièce rentre et sort, donc elle est souvent partiellement visible. Donc voilà, c'est un petit mot continu. Next. Voilà, donc alors pourquoi on fait ça? Parce qu'au vu du tapis vert, on pourrait se dire, je prends la computer vision traditionnelle, ça va vachement bien marcher et on est en train de faire du deep learning pour rien. Alors, c'est pas tout à fait vrai, surtout quand le convoyeur n'est pas aussi simple. Donc, encore une fois, là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas le droit. Mais on a des convoyeurs, ça c'est des images Google. On a des convoyeurs qui sont plus complexes. Donc, par exemple, si je prends celui qui est bleu, là, avec des motifs, si je prends une image moyenne ou si je fais computer vision traditionnel, ça va péter. Donc, ça marche pas. J'ai besoin de quelque chose qui prenne en compte la structure de toute l'image. Un autre cas de failure, c'est si la variabilité de mon background est plus forte que la variabilité de la pièce, ou en tout cas si la couleur de la pièce est dans la variabilité du background, ce qui est un cas assez classique, quand on a des rouleaux tout métalliques et puis des pièces métalliques dessus. Dans ce cas-là, les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Voilà, donc ça c'est sympa parce que ça aboutit à ce qu'on appelle le Smart Saver. L'idée c'est, voilà, ça apporte juste de la détection. Et du coup, ça nous permet de stocker que les images qui sont intéressantes, pas pourrir le cloud avec des milliers et des milliers d'images de background. Ça, c'est très pratique. Next. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut. Là, quand on voit ces images, on se dit, en fait, j'ai la localisation de la pièce, donc je peux faire la détection. Alors, sur ce background-là, c'est évident, avec un coup de scikit image, vous avez ça. On voit quand même qu'il y a des petits faux positifs qui peuvent apparaître. C'est un petit point blanc, c'est une tache qui est sur le tapis.
Mais voilà, donc next. Alors, en fait, disons que ça marche, mais pas tout à fait. Un des problèmes, c'est que déjà, on a du paramétrage à faire, puisqu'on va revenir vers la computer vision traditionnelle. Donc, je regarde mon erreur, je fais un threshold, je dilate ou j'érode, et puis du coup, je dis scikit image qui me dit les blocs de 1 dans l'image. Donc là, avec cette fourchette, sur ce qu'on va lire avec la lumière, ça marche assez bien. Mais bon, il y a des hyperparamètres. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça pour quelques images, et qu'on se dit c'est OK, ben, on génère des milliers de labels sur ce qui passe, puis on sert de ces labels pour apprendre un modèle de détection supervisé avec de la data augmente. Et là, du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus robuste que si on reste sur du computer vision traditionnel. Next. Alors, ça c'est rigolo. En fait, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un trade-off entre le fait d'avoir un modèle qui sépare super bien background de pas background et d'avoir la localisation précise. C'est un peu le Huygens de l'auto-encodeur. Et typiquement, donc ça c'est un convoyeur où on a de la grosse lumière qui va dessus pour voir certains défauts spécifiques. Une reconstruction, et puis en pulse, des fois, on a ce phénomène de droite. Donc ça, c'est des explosions, c'est dû à quoi? C'est dû à que la pièce est relativement lumineuse, donc il pense qu'il y a des carrés de lumière un peu partout, et du coup, ça pète. Donc là, si je fais la différence de cette image, j'ai de l'erreur partout, donc ma localisation, ça donne ça. J'ai un gros carré rouge, et je ne prends plus rien. Voilà. No failure case, c'est évidemment si la couleur est très proche du background, marron. Ça marche pas très bien. La solution à ça, c'est qu'en fait, on s'en fiche. Si on vire les cas où il y a des explosions, on a suffisamment de labels pour quand même entraîner un détecteur. Donc au final, ça marche si on fait du supervisé sur une supervisée. Next. Alors voilà, ça c'est. Ça c'est un peu le dernier use case sur lequel on travaille. C'est c'est bien de détecter les pièces, c'est pas vraiment notre use case. Notre use case, c'est plutôt de détecter les défauts. Et un des défauts que les industriels se prémunir, c'est j'ai une pièce qui est cassée en deux. Donc là, on n'est pas sur un défaut local, on est vraiment sur la pièce n'a rien à voir avec l'original. Et donc, nous, c'est ce qu'on appelle détecter un mammouth. Donc là, on fait la même idée, on dit je vais filmer la chaîne de production avec que des pièces qui sont normales. Et puis j'espère du coup que quand je reconstruis, ça reconstruise mal les pièces inconnues. Donc c'est ce que vous avez au-dessus. Je vais passer mon casque, une souris, une fourchette. Vous voyez que l'auto-encodeur qui a appris sur les pièces d'un de nos clients, du coup c'est pour ça que je ne montre pas, il vaporise tout ça. Et du coup on peut comparer image d'image. Alors ce qui est rigolo, c'est que si on regarde un auto-encodeur naïf, on a 0,8 DLC, séparabilité entre des pièces et des mammouths. Alors c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que si on compare un truc très naïf, on a à peu près la même perf. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, la plupart de mes pièces de clients elles sont plus petites, donc forcément l'erreur est plus petite. Par contre, si on fait du semi-supervisé, donc là je prends mon autoencodeur, et puis je vais rajouter une tête qui fait de la classification au niveau du bottleneck pour forcer ma représentation à être au courant de ce que c'est que les différentes classes. Dans ce cas-là, on a les perfs qui sont beaucoup plus sympas, on arrive à 0,9 DLC. C'est beaucoup plus sympa, mais c'est pas du tout métamorphone, hein, parce que si on faisait ça, ça à peu près tout le temps. Donc on est en train de travailler là-dessus. On espère bientôt sortir des nouveaux algos, donc next. Donc les nouveaux trucs sur lesquels on bosse en ce moment, c'est du GAN, comme tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est de dire j'ai un générateur qui va générer les fausses images, j'ai un discriminateur qui va essayer de trouver si c'est une vraie image ou une fausse image, et du coup ça va apprendre à reconnaître quelque chose de vrai, et ça va générer des images. Et si je le fais sur ma production et que je filme que des choses qui n'ont pas de défaut, a priori ce que je vais savoir reproduire c'est des choses qui n'ont pas de défaut. Si je fais passer une image qui a un défaut, il y a une chance qu'ils me disent ah c'est une fausse image ça, parce que je connais. Il y a des gens qui ont eu des assez bons résultats. Nous, cette méthode n'a pas marché. Mais du coup, next slide, ce sur quoi on bosse, c'est ça. C'est la nouvelle archi, donc ça vient d'un papier qui est sorti assez récemment. L'idée, c'est encode, décode et discriminate.
Alors pourquoi c'est intéressant? Intuitivement, ce que j'aime bien à propos de cette archi, c'est que on retrouve cet auto-encodeur qu'on avait utilisé. Et puis cette fois, on rajoute un discriminateur par derrière. Et l'idée, c'est de dire, si je prends ce discriminateur, je m'affranchis de ma loss qui était un moindre carré sur mes pixels, parce que ça, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que si je reconstruis exactement la même pièce, mais avec une translation de 2 mm, mon erreur va être énorme. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas la bonne pièce. Alors que si j'ai une perte qui est visuelle, dans ce cas-là, on va considérer que c'est la même pièce. Donc, ce truc-là, c'est comme si je faisais un peu du metric learning sur un auto-encodeur. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, du coup, c'est ça sur notre roadmap, c'est travailler sur détecter vraiment les mammouths, puis arriver à faire ça sur les défauts qui sont beaucoup plus petits, un peu un autre sujet. Et ensuite, arriver à avoir la localisation, voir la segmentation mask. Ça, on espère que ça marchera. Il y a des gens qui font ce genre de gamme sur la segmentation en ce moment, notamment pour le domaine adaptation. Donc voilà. Next. Donc, si vous voulez travailler là-dessus, nous en ce moment, on recrute beaucoup. Et on cherche des gens pour faire du ML, / recherche en ML. Si vous avez des amis front ou back, on prend aussi. Voilà, ça conclut ma présentation. Merci Pierre. Des questions pour Pierre? Oui, non? Oui, allez, vas-y. L'expérience d'apprentissage semi-supervisé que tu as montré tout à l'heure. Donc, dans les détections d'anomalies ou dans des cas où tu n'as pas vu des échantillons, pourquoi tu n'utilises pas des échantillons pas vus comme des exemples négatifs directs? Anomaly detection, ce qu'on fait, c'est de ignorer complètement le cas négatif. On pourrait l'utiliser en fait. Alors, en fait, justement, le souci de mon cas négatif, c'est que je l'ai pas. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche à trouver, c'est un neural network qui me servait de fonction pour dire j'ai jamais vu. Et typiquement, une pièce cassée, je vais, a priori, en filmant longtemps la chaîne de production, je vais quand même pas trop le voir. Et ce que nos clients ils nous demandent là-dessus, c'est vraiment d'arriver à avoir pouvoir spotter des défauts qui sont théoriques pour eux. Donc, j'ai juste pas ce truc-là. C'est plus clair. Vous pouvez expliquer plus? Pardon? C'est bon. C'est bon. Une autre question pour Pierre? Bien. Merci de faire. C'est uniquement adapté aux objets d'une certaine taille, parce qu'en fonction de l'industrie, il y a des critères de l'arrêté de produit plus ou moins importants à prendre en compte. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. En fait, dans les industries, vous avez des matériaux, vous les aux acteurs, nous, ce qu'on vient remplacer, c'est vraiment chez des clients, ils font du contrôle d'aspect. Donc, on a des opérateurs qui vont regarder la pièce. Donc, typiquement, pour des pièces plastiques avec des tout petits défauts, ils vont avoir un parcours à faire avec leurs yeux qui est quelque chose de traditionnel. Et il n'y a pas de... Les gens chez qui on va, ils ont... Ou alors, on dit c'est qu'ils ne tiennent pas la cadence. Le deep learning nous permet de tenir la cadence. Ça va. Différence. Ça répond à ta question? Non? Ok, super. Une autre question pour Pierre? Ouais, vas-y. Ouais, moi j'avais juste une question sur comment vous l'intégrez en fait sur la chaîne de production. J'entends comment ça s'intègre au processus actuel. Est-ce que c'est totalement en remplacement ou est-ce que vous avez tous un positionnement sur vraiment aide à la décision et
l'ouvrier justement va checker les cas un peu à la limite? Ouais, aujourd'hui, c'est plutôt comme tu dis, parce qu'il n'y a aucun industriel qui acceptera de remplacer complètement son processus d'un coup comme ça, en faisant confiance, surtout à quelque chose qui est basé sur de l'intelligence artificielle, donc les statistiques. Aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est on va aller se brancher, donc on va mettre notre box. Donc le hardware dépend un peu du client, forcément, si les pièces 3D, c'est pas la même chose. Mais on va essayer de se plugger sur ce qui est fait aujourd'hui en termes de contrôle. Et dans une première phase qui peut durer de 1 à 3 mois, on va travailler avec les opérateurs et puis ils vont voir sur Reporter quand il y a un défaut, pas un défaut, etc. Ils vont pouvoir dire à la machine c'est bon, c'est pas bon. Donc l'objectif c'est aussi de générer des rapports, générer évidemment tout ce qui est base de données à côté pour pouvoir retaper dedans et qu'il y ait une traçabilité, c'est-à-dire si j'ai vu un défaut sur une image, je suis capable d'aller chercher cette image et ce défaut et puis regarder pourquoi est-ce que mon modèle de l'époque il a dit que c'était un défaut ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question. Non. Okay. Une dernière question pour Claire ou c'était la dernière? Vas-y. Oui, ça serait pour savoir, en fait, quand vous avez utilisé votre auto-encodeur pour arriver à détecter si oui ou non il y a une pièce sur le tapis, vu que les tapis que vous aviez montrés, je ne sais pas si ils sont vraiment représentatifs, les motifs avaient l'air d'être assez périodiques. Est-ce qu'une simple transformée de Fourier n'aurait pas suffi et faire un produit scalaire entre ces transformées de Fourier? Et même s'il y avait besoin pour de faire un truc avec la reconstruction pour la localisation, est-ce qu'une simple PCA de cette transformée de Fourier classique vient et sa reconstruction ne permettrait pas de le localiser tout seul? Ouais, alors il y a un avantage aussi que je n'ai pas dit, donc peut-être que ce que tu dis, on peut effectivement localiser. Un des trucs que je n'ai pas mentionné, c'est qu'avec la technique de l'auto-encodeur, j'ai plus vraiment de paramétrage, c'est-à-dire que je débarque, je filme la chaîne de prod, je génère mon auto-encodeur, je peux évaluer mon critère de décision qui est mon threshold au-dessus à partir de mon training set ou d'un eval set que j'ai à côté. Et j'ai plus rien à faire. C'est-à-dire que n'importe quel client, n'importe quelle chaîne de production, je branche ce truc-là. Si je dois bosser avec de la computer vision traditionnelle, je vais devoir faire une étude de quels sont les thresholds, etc. et la périodicité éventuelle du tapis. Alors que là, en fait, le problème est en quelque sorte résolu. Donc d'une certaine manière, en fait, moi ce que je comprends en fait de votre approche, hein, c'est d'une certaine manière vous vendez une partie du fait qu'il y a quand on fait de la computer vision normale, en fait, il y a un certain temps d'adaptation de la personne, de l'ingénieur qui est en face de ça, pour s'adapter en fait à la problématique. Et toi, d'une certaine manière, tu penses que tu court-circuites un peu toute cette partie-là, parce que justement, les occasions sont extrêmement différentes, ne sont pas forcément des très grandes entreprises non plus, qui n'ont pas la sophistication peut-être pour avoir des gens en data science. Tu peux élaborer un peu plus ou tu penses que ça pourrait... Ouais, non, ça peut faire ça l'idée. Il y a peut-être un truc en plus aussi, c'est que nous, à un moment, notre objectif, c'est de pouvoir scaler. Donc, on est une start-up, on veut pouvoir déployer le plus possible de box sur le plus possible de clients, le plus possible de chaînes, sur le plus possible de références différentes. On ne peut pas avoir des outils qui sont très paramétrés pour chaque client et il nous faut des modèles et des pipes qui soient communs parce que sinon on ne pourra pas aller chez un de nos clients et dire bon, dans 2 mois c'est bon, t'as ton truc qui marche. Donc il y a vraiment un souci d'homogénéisation du pipe hein, et c'est vraiment là-dedans que l'auto-encodeur se place parce qu'il nous permet de faire un truc sans paramétrage. Ok, donc on remercie Pierre. Et puis on termine sur le... Ah, oui. T'as une clé USB là? J'ai une clé USB mais qui est pas... One... Ah, attends, je vais te la filer. Ouais, t'as pas présent. Ok. Ah, merci. C'est bon. Ok. Ah, je vais reprendre la mienne d'ailleurs. Maintenant. Ah. Donc, Wenji va nous parler vas-y. De factorisation. Alors, learning lower matrix. Ah oui, ce sera en anglais. Tu veux? Ok. Alors, bien sûr. C'est lequel? Teaser.
The teaser. Yeah, the last Okay. one. Great. Okay, cool. Let me make a small introduction to this. One of the things that we have noticed tonight is really that when we have people from Voyage, they are talking about deep learning, but they're also talking about other algorithms. And they're really talking about essentially trying to remove the background from things that are more atypical in something of interest because they want to avoid it. Pierre just presented something along those lines as well for defaults on quality controls type of things. And somehow it's always the same thing, trying to remove the background from some of the more interesting type of things. And so the next presentation is going to be about low rank type of compilations. And really, when you talk about images in particular, when you want to separate the background from the foreground, you really go through the low rank type of approach. So the next presentation is going to be more about some of the mathematics that goes on right now for some of the techniques that are not deep learning, that are trying to learn essentially this low rankness of the word. So, much love. Et pourquoi alors ça marche. Benji? Ça va marcher. You, well, oh, you have one, okay. Okay. Learning low-rank matrix is very important in statistical, machine learning, computer vision, recommender system, etc. For example, on the left panel, we can see an image with some text on it. We can consider the original image as a low-rank matrix and the text as a sparse matrix. By learning the low-rank image matrix, we can get the original, recover the original image. On Google Scholar, you can find more than 200,000 entries about low-rank matrix learning, but only 60,000 entries about CNN, convolutional neural network. So you see the popularity of low-rank matrix learning is nearly 3 times the popularity of CNN. If you compare the CNN to the area of Ile-de-France, then low-rank matrix learning will be the area of the Centre-Val de Loire. So for those who come to my presentation, you have really made a smart choice. Speaking of learning low-rank matrices, there are mainly 2 approaches. The first one is matrix factorization. Since the ground truth matrix W is low rank, we can decompose it into 2 low-dimensional matrices U and V. More rigorously, we want to learn the U and V that minimizes the loss function by some regularization term. This optimization problem is convex about U and convex about V, but it's non-convex when considering U and V as a whole. We may therefore be trapping some local minimum instead of reaching the global minimum. For a long time, this approach was justified only by its wonderful empirical performance. Only recently, researchers have found that for some loss functions, every local minimum is also global, but the general case remains an open question. Another reason why people like this approach is because it can be easily parallelized or distributed. We have many efficient ways to calculate it. The second approach is trace norm minimization. The trace norm and matrix is the sum of all. It's the sum of the singular values of the matrix. It is also known as a nuclear norm. In trace norm minimization, you minimize the loss function while controlling the trace norm. You may not be familiar with it, but you must be familiar with lasso. In lasso, you minimize the loss function while controlling the L1 norm. Since the L1 norm ball is the convex hull of all sparse 1 vectors, you get sparse solutions analogously. In trace norm minimization, since the trace norm ball is the convex hull of all rank 1 matrices, you will get low rank solutions. This optimization is convex, so you will reach a unique minimum, which is the global minimum. You can solve it by interior point methods for low dimension W, by proximal methods for relatively high dimension W, and by von Grove for very high dimensional W. However, unlike matrix factorization, there are currently no way to accelerate their parallelization or distribution. Here comes my research question. Is there a distributed way to solve trace norm minimization? If we can solve this problem, then trace norm minimization will be
become as efficient as matrix factorization, or even more efficient. You may wonder why I only asked about distributed without mentioning parallel. The difference between parallel and distributed is about memory. The parallel computing assumes a shared memory, whereas distributed computing does not make this assumption. Therefore, any distributed algorithm also works on a parallel architecture. I will choose to work on a more general problem. So when I said distributed computing does not only think about a cluster of commutative machines, think also about the GPU and TPUs. Next. Okay. To solve this problem, I assume the following situation. First, we have a star network. This is a central node called master connected with several slave nodes. Second, I suppose the object function is separable, which means it can be written as a sum. This is very common, for example, in machine learning. Each AFI can be regarded as the loss associated with a single data point. I also used the BSP model and the Frontgraph algorithm. After analyzing the problem, I found that the main difficulty is to solve the Frontgraph linear superproblem. For this purpose, I propose to use distributed power iteration. In this presentation, I will first introduce the Frontgraph, then I'll show you how to do it in a distributed way. So now let's start. Frontgraph is designed to minimize a smooth convex function over a convex compact string domain. Let's focus on this graph. At each Frontgraph iteration, we start with a point x. We calculate the linear support plane of the original function at the point x. Instead of minimizing the original function, we minimize the linear support plane over the constraint domain D. This is called the Frontgraph linear superproblem or superproblem. It is usually easier original if D is a simplex or polyprop, it becomes a linear programming. Mathematically, it's equivalent to find S in D that minimizes the inner product with the gradient. Let's read the right panel. After that, you choose a step size between 0 and 1. With this step size, you make a convex combination between X and X and makes it the next iterate. Since the domain is convex, the iterates will always stay inside the domain. Here, the Frontgraph can be applied to many problems. For example, if D is the L1 norm ball, it becomes lasso. If D is a trace norm ball, it becomes trace norm minimization. So you can see everything is the same except the linear superproblem. In trace norm minimization, this S must be a rank 1 matrix because the trace norm ball is the convex hull of all rank 1 matrices, and the meaning point must be an extreme point of the convex hull. Moreover, this S has a closed form solution. Given the singular value decomposition of the gradient, that U1 and V1 denoted the left and the right singular vector associated with the largest singular value. Then S is proportional to the output product of U1 and V1. To get U1 and V1, we can either use SVD or use power iteration or length loss iteration. This further summarizes how we do Frontgraph in a centralized way. Now I will show you how to do it in a distributed way. Since the object function is separable, I will let each slave store one fi, and I also make them start with a common parameter, say W0. Then they can calculate the local gradients individually and parallelly. However, the problem is that no one knows the global gradients and hence cannot solve the Frontgraph subproblem. And if workaround would let the master to centralize all local gradients and use power iteration to solve the Frontgraph subproblem, and then send the U1 V1 back to the slaves. The slaves can update the parameter locally without communicating with the master. This strategy works. However, it incurs D times M volume, where D and M are the dimensions of the gradient. If D and M the dimensions are high, it won't work very well.
So now let's check whether we can work out a distributed version of the power iteration. On the left panel is the centralized power iteration. We first start with vector v, and then we multiply the local global gradient with the vector. And multiply v against the global gradient, we get u, and multiply u against the global gradient against the v. We repeat these two last steps. Now let's focus on the particular form of this multiplication. It's a vector multiplying a sum of matrices. What if we exchange the order of the multiplication and the summation by using the distributive law, as shown in the right panel? This literally means that we multiply the vector against the local gradient and then use the master to sum the results. So in the distributed population, we don't centralize the gradient, we centralize the intermediate result of the population. Suppose we run k population, it will incur 2k runs of communication and 2k times d plus n communication volume. In terms of runs, it uses more runs, but it saves the communication volume. This table summarizes the complexity of both strategies. Here the k is fixed. Let's suppose that each run takes beta times and each volume takes alpha times. Then the total time of centralized increases quadratically with dimension, whereas the total time of power iteration is increased linearly with dimension. This suggests that in low dimension, centralizing is faster, whereas in high dimension, distributed power iteration is more efficient. And the threshold depends on the architecture and the implementation. If beta is larger, it will penalize the distributed power iteration more, and the threshold will be shifted right. And if alpha is larger, it will penalize centralized more, and the threshold will be shifted left. Now we have the theory. What remains is what we call the proof of concept. So I have done some experiments with Apache Spark. For example, here you can see the blue curve is centralizing all gradients, and the orange curve is distributed power iteration. You can observe that in low dimension, centralizing all gradients faster, whereas in high dimension, distributed power iteration is faster. I have done this for various problems and various implementation. The same phenomenon occurs all the time. So we can draw the conclusion that this phenomenon is universal. Now let's look close at these figures. Each experiment runs 50 epochs. Each epoch is one form of iteration. The left panel shows that each epoch takes only 5 seconds, and the right panel shows that each epoch takes only 8 seconds. If you have any experience with Apache Spark, you will know that this performance is amazing. Actually, to achieve this performance, I have used some magic, but unfortunately, I won't be able to talk about it this evening. Now let's look again at these figures. Now I'll tell you that for this particular version of distributed power iteration, it uses only 2 power iterations per epoch. You must be surprised. Just now I told you that we want to get the top singular vectors, but this few number of power iterations is far from reaching the singular vectors. How can I still achieve this good result? I'll just keep suspense here. This 15 minutes talk is just a teaser. Actually, I plan to do a 1 hour full presentation where I can give more detail. So just let me summarize my presentation. My work proved the possibility of distributed trace minimization. So you can just profit from my research. Whenever you have when you want to learn a matrix or you parameterism matrix of a bunch of matrices, you can apply my algorithm, and it will save you both time and space. If you want to learn more, welcome to contact me and work out specific solutions, tailored solutions for specific problems. Okay, thank you everyone. Thank you. Any questions for Wenjie?
Well, I've got one. What's the size in the last example you have? This one. What's the size of the matrix to be that you're essentially searching the constraining the trace for? You say D and M is equal to 1,000, which makes the matrix to be how big? D and M are the dimensions of the gradient. It's the matrix you want to learn. So in this example, it's 1,000 times 1,000 matrix. Okay. It's parameter. I see. Okay. And there are about 100,000 data points to learn this matrix. I see. Okay. Cool. Any other questions for Wenji? And we can do it. We can do it for higher dimension. Use another trick that I can't talk here. Okay. Great. I think we can reach 1 million times 1 million. Okay. I'll get back to you on this because I'm interested. J'avais une question. Oui, vas-y. Je peux le faire en français ou en français? Oui. Parce qu'en fait, il y a des courbes que ça m'a interpellé. En fait, tu as 3 slides précédents, les courbes se croisent. Là, les courbes ne se croisent plus. Alors, tu peux revenir Mais c'est pas les mêmes trucs. Pardon. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes courbes. Oui, mais justement, c'est par rapport aux axes, dimension et le temps. The x is the dimension. Okay, so okay. the d equals m equals the 1,000 is here, and d equals m equals the 300 is here. D'accord, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai compris. La dimension est figée sur l'autre et du coup. Voilà. Okay. Merci. Ok, on remercie Wenji. Donc, ce qu'on a appris, c'est de ne jamais être entre des gens qui ont faim et des pizzas. Donc, merci d'être venu. Le prochain meet-up sera en mai. Le prochain hors-série sera lundi prochain. Il y a très grande chance que ce soit ici. Et avec plein de talks techniques des Canadiens. Et voilà. Donc, merci d'être venu. Et puis, on a oublié l'annonce. Ah oui, Samy, viens vite. Ouais. T'es entre des gens qui ont faim et des pizzas. Vas-y. Un slide, ça va être court. C'est une association qui rassemble une communauté de bénévoles, et donc des data scientists, des développeurs, des designers, qui ont tous pour but de mettre en commun leurs compétences pour l'intérêt général. Donc c'est un programme qui est de 2-3 mois d'accélération de plusieurs projets. Si, il avait envoyé un email. Là, on est à la 4e saison. Moi, je fais partie d'un des projets qui est à propos de l'éthique. Donc c'est un sujet vraiment du moment, parce que notre copain Marc il est en train de se faire cuisiner devant le Sénat là, actuellement. Et en fait, je suis moi-même aussi data scientist, et donc c'est un sujet qui me tenait à cœur, et je suis dans un groupe, on a commencé ce sujet à travailler sur un sujet pour construire un code de conduite, une sorte de checklist pour nous, pour toute personne qui travaille sur la donnée, puisqu'en fait, on est un peu démunis, c'est pas dans on sort d'école, on n'a pas cette culture de travailler sur certaines humanités et de travailler sur l'éthique. On travaille sur des chiffres, mais on ne sait pas quoi en faire. Ceux d'entre nous qui travaillent sur des données personnelles, on n'a pas vraiment d'outils pour nous aider justement sur les mathématiques. Donc on a commencé, on a fait un premier formulaire, donc c'est un formulaire de 2 minutes. Vous pouvez y aller, le lien il est facile à retenir. Donc, le projet c'est ça en libre code, je pense que vous comprendrez le lien. Et on va réaliser prochainement, dans quelques semaines, des focus group si vous êtes intéressés justement sur ce sujet. Et on aimerait avoir, puisqu'on fait quelque chose pour vous, donc on aimerait avoir votre retour pour savoir voilà, sur les premières itérations qu'on fera. Et il y aura un démo day en juin, je crois, avec quelques personnalités assez connues apparemment. Il y a un rapport il n'y a pas longtemps. Donc vous serez aussi la bienvenue. Et si vous pouvez venir me voir de toute façon. Voilà. Et il faut. Merci. Donc, allez voir Samy, il va manger une pizza avec vous. Merci encore d'être venu, et puis à la prochaine. Bon. Où est-ce qu'il est l'autre
les conférences de lundi, en fait, c'est un peu pareil. Ouais, je sais pas. Voilà.